Alors la dernière fois qu'on a fait un point lecture, c'était pour mes lectures de mars, avril, mai. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures de juin, juillet et août. Je prends mon téléphone pour voir sur Goodreads en fait pour me rafraîchir la mémoire par rapport à ce que j'ai lu. Je pense que j'ai lu en tout 12 livres, dont un seul de développement personnel. Alors le premier livre, ou devrais-je dire une nouvelle, c'est The Bogeyman, le croque-mitaine de Stephen King. C'est une toute petite nouvelle de 30 pages il me semble. Et je vous avais fait une vidéo où j'ai lu le livre et je suis allée au cinéma pour voir le film. Donc je vous laisse la vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est une petite nouvelle d'horreur où nous avons en fait un monsieur qui va aller chez le psychologue en fait pour lui raconter comment ses 3 gosses sont morts, comment le croque-mitaine les a tués, comment ça s'est déroulé en fait. Et dans le film ce n'était pas vraiment la même chose, on suivait plutôt le psychologue avec ses deux filles. Et souvent je n'aime pas quand dans les films on change l'histoire par rapport au livre, mais par contre ce livre là a fait l'exception, j'ai adoré l'adaptation cinématographique. Donc je vous recommande vraiment de lire la nouvelle et de voir le film également. Ensuite, un autre livre que j'ai lu aussi devant la caméra, c'est Run on Red, c'est un thriller et j'ai fait toute une vidéo où je me filme en train de le lire. En fait, c'est un thriller où on va suivre 2 jeunes filles qui vont aller à une petite fête qui se trouve comme ça en plein air dans la nature et assez loin, donc elles vont prendre des routes assez vides et rurales et il va y avoir un camion qui va les suivre. Et à un certain moment, il sera clairement à leur poursuite et il va se passer plein de choses. À un certain moment, elles ne seront plus dans la voiture, elles vont essayer de s'enfuir, elles vont être séparées, etc. J'ai trouvé l'idée originale dans le sens où généralement les thrillers ça se passe dans une ville, dans une maison et cette fois c'était sur la route. Donc j'ai trouvé cet élément très original, mais le pourquoi du comment elles ont été poursuivies, pourquoi ils voulaient les tuer, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Donc voilà, ce n'est pas un thriller que je recommanderais. Après ça, j'avais besoin d'une valeur sûre, du coup je me suis replongée dans Jane Eyre. C'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais au lycée, je me souviens avoir adoré. J'ai toujours beaucoup aimé le film, l'adaptation cinématographique et je voulais cette fois le relire, mais le relire en anglais. Et du coup c'est ce que j'ai fait et ce fut un pur plaisir. J'ai adoré ma lecture, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'époque à laquelle ça se passe. Ça représente mais tellement bien l'époque victorienne. Et en fait, on va suivre Jane Eyre depuis son plus jeune âge. C'est une orpheline qui vit avec la femme de son oncle qui lui aussi est mort. Et en fait, elle est maltraitée par cette femme, elle est maltraitée par ses cousins, etc. Et on va l'envoyer dans une école avec internat et on va la suivre comme ça durant son enfance, puis son adolescence, puis à l'âge adulte quand elle commence à travailler en tant que gouvernante. Et dans le livre, il y a une romance et c'est vrai que généralement quand on parle des romances, surtout de l'époque victorienne, on parle toujours des Hauts de Hurlevent, alors que je trouve pas du tout que les Hauts de Hurlevent c'est une romance marquante, bien au contraire c'est une romance plutôt dramatique. Mais par contre la romance de Jane Eyre elle est vraiment très intéressante parce qu'il se passe plein de choses, elle prend plein de décisions qui m'ont énervée mais au final elle a pris la bonne décision. Donc voilà, c'est un assez long livre, je pense qu'il fait plus de 500 pages mais ça en vaut la peine, je voulais vraiment pas qu'il se termine et j'ai adoré cette lecture pour la 2e fois. Par contre, pour ceux qui ne sont pas habitués à lire en anglais, je vous ne le recommande pas de lire ça en anglais parce que c'est un anglais vraiment très très soutenu. Après, je suis repassée au thriller avec The House Across the Lake. Et là, on va suivre en fait une jeune femme qui est veuve et qui est dans la maison de sa famille au bord d'un lac. Et elle est alcoolique et elle n'a rien à faire de son temps. En fait, elle est actrice et elle fait face à des scandales. Du coup, elle vient un petit peu se réfugier là. Et elle a des jumelles et elle espionne la maison d'en face qui est tout en verre et on peut voir à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a un couple très riche d'un homme d'affaires qui a un réseau social et de sa femme qui est mannequin. Elle va rencontrer sa femme et elles vont se lier comme ça d'amitié, mais cette femme va disparaître. Et notre veuve actrice va se mettre à sa recherche. Elle va essayer de faire le travail de la police alors qu'elle est alcoolique. Du coup, on a cette perspective qui est souvent utilisée dans les thrillers qu'on appelle, je sais plus comment on l'appelle, mais en fait c'est toujours la perspective d'un personnage alcoolique qui ne se souvient pas de beaucoup de choses et qui doute aussi de ce dont il se souvient. Il ne sait pas si ça s'est réellement passé comme ça
ou pas, et du coup on se retrouve à travers sa perspective. On ne sait pas si ce qu'il nous raconte c'est vrai, ça s'est passé, ça ne s'est pas passé, on a des bribes, donc on a des trous noirs, et voilà un petit peu le genre. Vers la fin de ce livre, ça va prendre des proportions un petit peu bizarres, un petit peu, pas un petit peu, beaucoup paranormales. Je m'y attendais pas du tout. Moi je pensais que c'était le genre de thriller avec un crime, avec un coupable comme d'habitude, et on ne s'attend pas à qui est le coupable et tout, mais en fait pas du tout, parce que ça va virer vers des possessions et ce genre d'histoire. Donc si vous n'aimez pas ça, je vous recommande pas ce livre, mais personnellement moi c'est le seul truc que j'ai trouvé un petit peu intéressant dans ce livre et un petit peu différent, parce que voilà, sinon ça serait un énième thriller avec, comme je vous l'ai dit, un meurtrier, un meurtre et tout le reste des personnages, et une intrigue un petit peu similaire, étant donné que ça se répète un petit peu dans les thrillers. Mais par contre je n'ai pas aimé la fin. Je ne me souviens pas de la fin, mais je me souviens que je n'ai pas aimé la fin. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment un thriller que je recommanderais. Et comme je suis toujours en train de suivre le challenge de diversification de lecture, pour le mois de juin, le challenge c'était de lire des thrillers. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo où je lis Run on Red, pour moi lire un thriller c'était pas du tout un challenge, étant donné que j'en lis très souvent. Mais le challenge que je m'étais imposé c'était de lire un thriller d'une seule traite. Je n'y suis pas arrivée. Si vous avez vu la vidéo où j'essaie de lire ce livre d'une seule traite. Et du coup pour le mois de juillet, le challenge c'était de lire un livre de non-fiction. Donc j'ai décidé de lire un livre de développement personnel qui est un livre de non-fiction, mais aussi une autobiographie qui est également un livre de non-fiction. Donc pour le livre de développement personnel, j'ai lu The 7 Days Love Prescription. C'est en fait un livre écrit par un couple de psychologues qui ont carrément un laboratoire dans lequel ils font énormément de recherches concernant les couples. Et durant toutes ces années où ils ont fait tant de recherches, ils en sont sortis avec une prescription carrément de 7 jours pour améliorer votre relation. Bien entendu, vous n'allez pas faire ces exercices pendant 7 jours et puis arrêter, mais vous allez les intégrer pendant 7 jours et puis les garder tout au long de votre vie. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, très facile et simple à lire. Les conseils, ce qui donne en fait les exercices sont vraiment très simples, mais vous comprenez très vite la profondeur et l'impact de ces exercices. J'ai d'ailleurs moi-même commencé à intégrer ces exercices et je vous avoue que je vois vraiment la différence. Donc je pense que ma prochaine vidéo, je vais vous résumer ce livre-là. Et pour la biographie, l'autobiographie, j'ai lu Born a Crime, où on va suivre, normalement c'est quelqu'un de connu, il est animateur ou un truc du genre, il s'appelle Trevor Noah. En fait il est né au sud de l'Afrique à l'époque de l'apartheid, d'une maman noire et d'un papa blanc, et à l'époque c'était un crime, c'était strictement interdit. Donc on va suivre un petit peu l'histoire de sa naissance, de sa maman, de comment elle vivait, comment elle a rencontré son papa, et par la suite quand il est né, elle était très noire et lui il avait la peau assez claire, et donc elle devait le cacher parce que c'était interdit. Si on la voyait avec un gosse avec une couleur de peau qui était aussi claire, bien plus claire que la sienne, c'était un crime. Donc elle allait être emprisonnée et on allait lui enlever son enfant. Donc on va suivre toute son enfance où il a été caché par sa maman, chez ses grands-parents, etc. Et par la suite on va suivre tout simplement toute sa vie, donc son enfance, son adolescence, son âge adulte. Et en fait, à la fin de ce livre, quand j'ai fermé ce livre, la première chose que j'ai dite à mon conjoint, c'est « Je ne vois pas pourquoi je lis des fictions, alors que les livres où ce n'est pas une fiction, ils sont tellement plus intéressants et tellement plus, en fait, invraisemblable. En fait, quand je lis un livre de fiction, ça me paraît ouais, c'est assez réel, ça pourrait très bien se passer. Mais quand je lis un livre comme ça, une autobiographie, comme par exemple celle de Trevor Noah, celle de Maya Angelou, quand j'ai lu celle de je sais plus comment elle s'appelle, mais le livre s'appelle Educated, c'était hallucinant. Je me dis mais comment est-ce que ça a pu vraiment se passer? Donc il se passe plein de choses, il y a énormément de rebondissements. Le personnage en lui-même, qui est en plus un vrai humain de la vraie vie, pas un personnage uniquement, il est très attachant. L'histoire elle est très bien racontée, il y a un petit peu de l'humour par-ci par-là. C'est vraiment une autobiographie que je vous conseille vivement. Donc pour le moment, Educated, Maya Angelou et Trevor Noah, ce sont les 3 autobiographies que j'ai lues et je les ai adorées toutes les 3. J'ai mis 5 étoiles sur ces
3 autobiographies, alors que je pense que cette année j'ai mis 5 étoiles sur aucun livre, mis à part l'autobiographie de Trevor Noah. Bien entendu, j'ai lu un thriller, c'était On a Quiet Street. Et c'est un thriller où on va suivre plein de personnages. Donc c'est un quartier un petit peu de riches, où on va avoir un jeune homme qui va être écrasé par une voiture, qui va s'enfuir et le laisser mourir. Mais il y a aussi un flingue à côté de lui, donc on ne comprend pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, sa maman, une année plus tard, elle est toujours obsédée par l'idée de retrouver son meurtrier. Et elle est sûre que son meurtrier, c'est un des voisins. Donc elle espionne un petit peu tous les voisins. En même temps, on va suivre une autre voisine qui soupçonne que son mari est en train de la tromper. Donc elle fait plein de choses pour prouver qu'il est en train de la tromper. Et on va suivre un autre couple avec un bébé où en fait la femme, il y a une relation très bizarre avec son mari, dans le sens où on a l'impression qu'elle est en fait en otage chez lui. Et on va les suivre comme ça, elles vont énormément interagir, ces 3 familles. Et d'ailleurs les 2 premières femmes, celle qui a perdu son enfant et celle qui a son mari qui la trompe, elles sont meilleures amies, donc on va les voir souvent ensemble. Et on va finir par élucider le mystère de qui a tué ce jeune homme. C'était assez bien ficelé, je trouve. Il y avait un petit peu des longueurs au milieu, mais j'ai bien aimé la fin. Par contre, ce n'est pas vraiment un thriller qui m'a impacté, que je recommanderais, mais ça reste un thriller sympa. Ensuite, en passant à juillet, le challenge c'était de lire une fiction contemporaine. Et du coup, j'ai essayé de sortir un petit peu de ma zone de confort. Ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer la littérature japonaise. Et du coup, j'ai lu Tant que le café est encore chaud. Pour l'histoire, c'est un café et il y a une certaine table. Si vous vous mettez à cette table, eh bien vous allez revenir dans le passé. Mais vous pouvez revenir dans le passé uniquement dans le café. Donc si vous voulez par exemple revoir une personne de votre passé, vous ne pouvez la voir que si elle est déjà venue avec vous dans ce café. Et la règle d'or, c'est de finir votre café avant qu'il ne soit froid pour pouvoir revenir dans le présent. Si vous ne le finissez pas, vous allez être coincé dans le passé, mais pas vraiment, vous allez devenir un fantôme en fait. Et donc on va suivre plein d'histoires de personnages différents qui veulent revenir dans le passé pour des raisons différentes. Et donc on va suivre leurs histoires à chaque fois et voir qu'est-ce qu'ils vont faire en revenant dans le passé. Oui, et autre chose, quand on revient dans le passé, on ne peut absolument pas changer le présent. C'était une lecture intéressante dans le sens où c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de lire, mais je vous avoue que ce n'est pas une lecture que j'ai adorée. Et du coup, pour continuer dans le challenge des fictions contemporaines, j'ai décidé de lire The Midnight Library. Et en fait, là, on va suivre une femme qui est au bout de sa vie. Elle a perdu ses parents, son frère ne lui parle plus. Et pour couronner le tout, elle va perdre son chat et son boulot, et donc elle décide carrément de sauter la vie parce qu'elle n'en peut plus, elle veut plus vivre. Et en fait, dans ce processus-là, elle va se retrouver dans une bibliothèque géante. Et dans cette bibliothèque, elle va retrouver aussi la bibliothécaire qu'elle connaissait quand elle était plus jeune. Et en fait, on va lui expliquer que chaque livre qui se trouve dans cette bibliothèque représente sa vie si elle avait pris une décision différente. Donc ce sont toutes les possibilités de toutes les vies qu'elle aurait pu à chaque fois qu'elle aurait pris une décision différente dans sa vie. Donc elle va prendre un livre à chaque fois et essayer une vie où elle aurait pris une autre décision, comme par exemple faire des études différentes, ne pas laisser son chat sortir, épouser le gars qu'elle a quitté, ne pas quitter le groupe qu'elle a quitté, continuer à faire de la natation, etc. Et donc on va la suivre comme ça à réintégrer ces vies-là qu'elle aurait pu avoir, justement dans le but d'en trouver une où elle serait satisfaite et où elle déciderait que finalement la vie en vaut la peine. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous gâcher la fin, mais j'ai trouvé ça très intéressant en fait. Je n'ai pas beaucoup aimé l'écriture, je l'ai trouvée assez simple, mais l'intrigue en elle-même, elle était très intéressante. Je pense qu'on aurait pu vraiment faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais bon, c'était très intéressant, c'était très original, et je trouve que c'est une très bonne idée de se retrouver dans une bibliothèque avec plein de livres, et chaque livre représenterait notre vie si on avait pris une décision différente. Mais je trouve que le but du livre, vraiment, ce n'était pas l'histoire en elle-même, mais la réflexion et la morale qu'on en tire à la fin.
Ensuite, j'ai lu Un lent, 6 lents après-midi. Dès que j'ai vu qu'on le comparait au livre The Help, j'ai sauté dessus parce que j'ai adoré The Help. Et c'est un petit peu pareil dans le sens où ça se passe dans les années 60, où il y a la ségrégation, où les noirs sont les domestiques des blancs, etc. Mais ce n'est pas vraiment la même chose, mais j'ai bien aimé quand même. C'est un thriller où on va suivre, en fait, il y a une petite famille où la femme, elle va disparaître. Un après-midi, elle va disparaître. On nous raconte un petit peu des bribes, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Personnellement, au début, j'ai cru qu'elle a tué son mari, mais en fait pas du tout, c'est elle qui disparaît. Et on va suivre aussi sa domestique, qui est une noire, qui est domestique chez elle, mais aussi chez sa voisine. Et donc, on a sa perspective à elle. Et elle va nous raconter en fait ce qu'elle voit, les dynamiques aussi avec sa voisine, qui est également sa meilleure amie. Et on a aussi la police, étant donné qu'ils font leur enquête pour retrouver cette dame qui a disparu. Donc il va se passer plein de choses, on va découvrir plein de choses, il va y avoir beaucoup de personnages qui vont comme ça venir s'ajouter à l'intrigue. Je l'ai trouvé assez sympa, assez différent également des autres thrillers, surtout pour l'époque à laquelle il se passe. J'adore les livres qui se passent à cette époque, des années 50-60 aux États-Unis. Ensuite, j'ai lu The Hunger Games Catching Fire, qui est le tome 2. Donc la dernière fois que je vous ai parlé de mes lectures, j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé. Je l'avais lu d'ailleurs dans le cadre du challenge. On devait lire un livre de jeune adulte et je me suis dit pourquoi ne pas lire le 2 avant d'oublier en fait l'intrigue du 1. Donc j'ai lu le 2, j'ai trouvé très sympathique. Encore une fois, c'est un livre qui est destiné aux adolescents, aux jeunes des adultes, donc faut pas s'attendre vraiment à quelque chose de grandiose. C'est assez simple, mais l'intrigue, je la trouve très intéressante, surtout que même si en fait il y a quelque chose qui se passe, qui s'est déjà passé dans le tome 1, donc je me suis dit non, quand même ils vont pas nous remettre ça, mais c'était intéressant cette fois, c'était très différent. J'apprécie le fait qu'ils apportent en fait à chaque fois quelque chose de différent, ce n'était pas du tout redondant, donc j'ai trouvé ça très agréable à lire. Et juste après j'ai vu le film et je trouvais que le film était assez fidèle au livre. Et ensuite j'ai lu Métaphysique des tubes de Nathalie Nothomb. C'est une autrice que j'ai envie de lire depuis très longtemps et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais lu un de ses livres, donc cette fois je me suis dit allez, je me lance, je vais choisir un petit livre quand même, donc j'ai pris un livre qui ne fait que 100-120 pages il me semble. Et en fait, c'est son autobiographie. Donc j'ai accidentellement lu une autobiographie depuis qu'elle est née jusqu'à ses 3 ans. Oui, je sais, c'est assez particulier étant donné qu'on ne se rappelle pas de grand chose de quand on est né jusqu'à nos 3 ans. Et le livre est aussi très particulier. L'écriture, elle est très particulière. La façon dont elle nous raconte l'histoire est très particulière. Donc c'est vraiment un livre que je recommande dans le sens où c'est un livre qui n'est pas du tout dans la demi-mesure en fait. On sent que l'autrice ne se retient pas, qu'elle ne se censure pas, qu'elle écrit tout simplement ce qu'elle a envie d'écrire. Et j'ai trouvé l'écriture en fait très intéressante. Ça me donne vraiment envie de lire d'autres livres de cette autrice. Donc même si voilà, on se dit est-ce que vraiment ça s'est passé comme ça depuis sa naissance jusqu'à ses 3 ans, parce qu'elle raconte comme étant le personnage principal, hein. Donc c'est elle qui raconte ce dont elle se souvient. On se dit est-ce qu'elle se souvient vraiment de ce qui s'était passé, surtout ce qu'elle raconte. On se dit c'est impossible qu'à cet âge-là on puisse avoir ces réflexions-là. Mais j'ai trouvé quand même très intéressant. J'ai joué le jeu, je me suis pas posé des questions, je me suis pas posé ce genre de questions, j'ai juste apprécié ma lecture. Enfin bref, c'était une chouette découverte pour moi parce que je trouve son écriture vraiment très intéressante et très différente. Et on arrive au dernier livre qui est Le joueur d'échecs. Donc celui-là, il est aussi sur ma liste depuis très longtemps. Et comme il ne me restait que 3 jours avant la fin d'août et on commençait septembre. Et pour septembre, d'ailleurs, on va en reparler dans un petit moment. J'ai envie de faire le challenge pendant tout le mois et pas lire un seul livre ou 2 livres du challenge comme j'ai pu le faire pour les mois précédents. Donc je me suis dit, j'ai 3 jours d'août, je vais pas rester sans lecture quand même, je vais lire un livre qui soit assez court. Donc j'ai vu dans ma liste de livres à lire et j'ai trouvé Le joueur d'échecs qui ne fait qu'une centaine de pages. Je l'ai lu sans trop savoir à quoi m'attendre, je n'ai pas lu le synopsis, je n'ai pas lu la 4e de couverture et je m'attendais voilà à une sorte de biographie d'un joueur d'échecs
assez simple, mais en fait pas du tout. J'ai trouvé l'histoire très intéressante. Au début j'ai pensé que c'est ça, parce que ça commence comme ça, on se dit ouais voilà, le petit gars il a commencé à jouer aux échecs. Et en fait, on va sauter à un autre personnage, un personnage très intéressant, avec une histoire très intéressante et une fin très intéressante. Aujourd'hui, mon vocabulaire, il est très limité. Je ne sais dire que c'est très intéressant, mais voilà. Au début, je vous avoue que je me disais « Ah non, je vais être déçue de cette lecture », mais à la fin, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré comment elle a été amenée, j'ai adoré le personnage et vraiment, je vous recommande Le Joueur d'échecs si vous ne l'avez pas encore lu. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est en septembre et le challenge de septembre, c'est de lire des livres du genre fantastique et c'est un genre que je n'ai jamais lu. Et c'est un genre qui en même temps m'intéresse et en même temps ne m'intéresse pas du tout. Donc je me suis dit que pour vraiment bien découvrir ce genre-là, au lieu de faire comme d'habitude, comme je vous ai dit, comme à chaque fois quand j'ai le mois avec un challenge, je lis un seul livre de ce challenge, de ce genre littéraire, ou deux, généralement pas plus. Cette fois j'ai décidé d'en lire 3 et 3 dans différents sous-genres de ce genre fantastique pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur ce genre-là. Donc je vais commencer par lire Harry Potter. Je n'ai jamais lu Harry Potter, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'aimerais lire The Hobbit. En fait, j'ai lu Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, j'ai les 3 tomes qui sont juste là. J'ai lu le premier et je pense que j'ai commencé le deuxième et je n'ai jamais réussi à le finir. Donc je n'ai jamais fini la trilogie et je n'ai pas envie vraiment de me replonger dans une aussi longue trilogie. Donc je me suis dit que je vais lire The Hobbit, qui est un livre à part et qui est dans le monde du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, c'est mon conjoint qui m'a conseillé de faire ça. Et je vais lire aussi, comment il s'appelle ? A Court of Thorns and Roses. Je pense que c'est ça. C'est un livre qui est partout sur BookTok. Ça fait longtemps que j'ai pas TikTok, mais quand j'avais TikTok, il était tout le temps recommandé par les booktokers. C'est un livre dont les Américains parlent beaucoup. C'est un livre dans le genre fantastique, mais plutôt avec... je sais pas en fait, je sais même pas qu'est-ce qui se passe dans le livre, mais en fait il y a plein de youtubeuses que je suis, des podcasteuses que j'écoute qui en parlent beaucoup récemment, qui l'ont tous lu et du coup je me suis dit je vais le rajouter à la panoplie de livres du genre fantastique pour le mois de septembre. J'ai commencé à lire Harry Potter hier soir, étant donné qu'on est le 2 septembre, donc j'ai commencé à le lire hier soir. J'ai lu une dizaine de pages uniquement, donc j'ai hâte de le finir, de passer au livre The Hobbit et de lire aussi A Court of Thorns and Roses et de voir ce que ce genre littéraire du fantastique a à m'apporter. En tous les cas, comme d'habitude, je vous en dirai des nouvelles dans notre prochain point lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous lisez en ce moment, quelles ont été vos meilleures lectures ces derniers temps et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.